coronavirus, on en parle toujours dans notre pays. Elle persiste, cette pandémie, et la sensibilisation, elle, ne faiblit toujours pas, justement pour permettre aux populations de se protéger et de prévenir cette maladie. Et pour nous parler, pour poursuivre la sensibilisation que nous avons débutée depuis plusieurs mois déjà, nous avons sur ce plateau Docteur Alain Lidaobawe. Il est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Docteur Bawe, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également Monsieur Kani Houzoué. Il est le président de la Chambre régionale des métiers Lomé. Monsieur Houzoué, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, docteur Bawe, depuis plusieurs semaines, nous découvrons tous les jours la situation, les chiffres qui ne cessent de s'accroître, d'augmenter. Nous sommes déjà à 500 décès, plus de 2290 cas. Alors, dites-nous, en tant que responsable professionnel de la santé, quelle lecture faites-vous de la situation de la pandémie aujourd'hui? Alors, merci pour la question. La situation qu'on peut faire aujourd'hui de la pandémie actuellement au Togo est que le virus est vraiment ancré dans la communauté, et ce qui fait que la situation épidémiologique qui est faite tous les jours ne cesse d'augmenter, d'accroître le nombre de cas, et tout laisse croire que au niveau de la communauté, il y a eu un relâchement au niveau des mesures qui ont été prescrites depuis le début de cette pandémie pour justement endiguer ce virus. Donc nous sommes à plus de 6 mois depuis le début. Il est compréhensible qu'à un certain moment, tout le monde est fatigué, et qu'on peut observer également un relâchement dans les mesures barrières que nous avons, qui ont été édictées depuis le début. Et ça, c'est une situation qui est tout à fait normale. À un certain moment, on peut observer, on peut avoir un découragement, une faiblesse, une fatigue dans tout ce qu'on fait, pourvu que ça a perdu dans le temps. Et j'ose croire que c'est ce qui explique cette recrudescence des cas actuellement. Mais il faut noter également que les mesures ne sont pas respectées dans toutes les mesures depuis le début. Et on sait que la situation au début n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est parce que les gens ont permis que le virus entre dans la société, dans les communautés. Et maintenant, une fois que le virus entre dans la communauté, il serait maintenant très difficile de pouvoir rattraper cette défaillance-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, on ait une situation de plus en plus galopante. Alors, mais docteur Bawe, est-ce on est poussé de dire, par exemple, que peut-être que la sensibilisation ne porte pas ses fruits alors? Parce que depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, la sensibilisation a commencé, elle se poursuit, elle s'intensifie tous les jours. Mais s'il y a relâchement, est-ce qu'on devra dire que peut-être c'est parce qu'il y a eu également, disons, un déficit dans la sensibilisation? À mon avis, je ne dirais pas que la sensibilisation n'a pas porté. Peut-être que la manière dont on a commencé et la manière dont ça se fait aujourd'hui n'est pas la même. Ça, c'est normal. Et aujourd'hui, je sais que quand vous allez à l'intérieur du pays, les gens vont dans les communautés avec des voitures sonorisées pour sensibiliser les gens, ce qui n'était pas fait comme ça au début, qui n'était pas fait au début. Donc ça veut dire que quelque part il y a quand même une amélioration dans la sensibilisation pour atteindre les couches les plus reculées. Maintenant, est-ce que les messages qui sortent des sensibilisations, est-ce que ces messages sont déjà écoutés? Et si c'est le cas, est-ce que ces messages sont appliqués? Parce qu'il faut écouter, une chose d'écouter et puis une chose d'appliquer. Donc c'est au niveau de l'application que je pense que le problème se pose, parce que je pense que concernant la sensibilisation, moi je pense qu'on en a fait. Pas suffisamment, mais on a quand même fait ce qu'il faut pour sensibiliser la population par rapport à cette pandémie. Maintenant, c'est
tout revient à la population, à ceux qui reçoivent ces messages-là, d'en faire bon usage. Et on sait qu'au sein de la population, il y a toute une discussion concernant même la véracité ou bien même l'existence même de cette maladie. Donc tout également part de ce côté-là. Si vraiment on n'est pas convaincu de l'existence d'une maladie, on a beau édicter toutes les mesures, ceux qui ne sont sceptiques ne respecteront jamais ces mesures-là. Et on sait qu'il y en a encore à l'heure actuelle, les gens qui sont sceptiques. Ils sont dans le déni. Malgré le délai ou bien la durée que prend cette pandémie dans le monde. C'est pas seulement au Togo, mais dans le monde. Mais malgré ça, les gens sont toujours sceptiques. Donc, il y a également ce côté-là qui fait que on n'est pas encore on n'est pas encore gagnant. D'accord. Alors, Monsieur Ouzoué, dites-nous, c'est vrai que vous êtes passé récemment sur nos plateaux. Et, depuis ce passage jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez observé, vous, en tant que, on va dire, Togolais, citoyen togolais? Est-ce que vous observez toujours ce relâchement qu'on a noté il y a quelques mois et qui a peut-être permis cette augmentation de contamination? Est-ce que vous observez toujours ce relâchement là auprès des populations? Merci beaucoup, madame. Et effectivement, je peux dire oui. Et entre-temps, quand les mesures ont été renforcées, il y avait le couvre-feu, tout cela, nous avons vu qu'il y a le respect un peu strict. Mais par après, quand le couvre-feu a été levé, les mesures restrictives ont été levées, nous avons vu qu'il y a un relâchement. Parce que les gens ont compris que, comme si c'est fini, puisqu'on a enlevé ces mesures-là, donc les gens ont compris que c'est fini. Et effectivement, beaucoup ne respectent plus ces mesures barrières. Malgré toutes les sensibilisations que nous faisons sur les médias, nous avons constaté en ville, sur les voies publiques, les gens respectent, mais dans les rues, les gens ne respectent pas. Parce que sur la voie publique, il y a la force Covid qui veille, donc les gens respectent. D'autres qui font semblant aussi, en arrivant vers au feu rouge, ils portent le masque, après le feu rouge, ils descendent encore le masque. D'autres, arrivent le feu, ils ont peut-être ils prennent le piota qu'ils mettent dans la bouche en train de boire pour dire que ils sont en train de boire, de ne pas porter. Mais c'est pour dissuader un peu aussi les forces de sécurité. Donc, l'homme étant ce qu'il est, et ceux qui pensent réellement, qui sont souciés de leur santé, le portent. Mais ce que j'ai dû remarquer durant tout ce temps, c'est les personnes âgées qui, de plus là, qui eux, ils respectent bien les mesures. Oui, mais M. Kagny, peut-être c'est parce que dès le départ, dès le début de la pandémie, on s'est dit que les personnes à risque sont les personnes âgées, donc elles se protègent plus. Non, c'est ce que j'ai remarqué. Et chaque jour, ils respectent ces mesures-là, mais au niveau de la jeunesse, c'est un peu, ce n'est pas ça. Et surtout dans les bars, et vous allez voir que c'est chaos, c'est chaotique. Donc tout le monde fait ce qu'il veut, les gens tout le monde tombe le masque, et les gens dansent ensemble aussi, ils s'embrassent dans les bars. Donc et tout ça là, vraiment, nous qui faisons les sensations, quand nous voyons ça, ça nous fait mal au cœur. Le fait que même ce n'est pas seulement sur les médias que nous parlons, même dans la rue, quand nous voyons des gens dans des situations comme ça, on s'approche d'eux et on les sensibilise. Mais d'autres même là, quand ils vous répondent, ça fait mal, mais c'est notre devoir de le faire, nous le faisons chaque fois. Monsieur Kagny, est-ce qu'il vous arrive également de rencontrer de ces personnes qui ne croient toujours pas à l'existence de la maladie? Oui. Et une fois dans une boutique de guetterie, il était parti payer là-bas. Il y a un jeune qui lui dit, il est à table, il prenait son truc. Arrivé au moment que c'est fini, il voulait venir payer. Nous qui étions dans le fil, j'étais la troisième personne, il y avait celui qui est devant aussi, il avait son manque. Nous avons respecté la distanciation. Quand lui est venu, maintenant il est rentré, donc il n'a même pas porté. Et je lui ai dit, monsieur, portez votre masque avant d'être dans le fil. Il a le masque, il me dit, mais il me pose la question, est-ce qu'un de mes parents a attrapé cette maladie? De lui répondre. Mais il dit, même si un de mes parents n'a pas encore eu cette maladie, mais il faut se protéger. Mais il a commencé par dire des choses, même là-bas, la nuit, là, des gens qui ont porté le masque, le croyaient, le voyaient comme quelqu'un qui est un type bizarre. Et il dit que non, lui ne va plus porter ça, que la maladie n'existe pas. Malgré tout ce qu'on lui dit, non, c'est ce qu'il répète et il insiste sur ça.
que la maladie n'existe pas, que c'est pour faire de l'argent, hein, que l'État togolais fait, c'est pour avoir de l'argent de l'étranger, c'est pourquoi l'État fait tout ça là-dedans. C'est ça. Et à ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est vrai qu'on ne va pas forcer cette personne à croire, mais comment amener cette personne ou ce genre de personne à comprendre, disons, la situation que nous vivons aujourd'hui? Bon, il y a ce genre de personnes que malheureusement on ne peut même pas les forcer, soit les frapper avant de comprendre. Des personnes dures d'oreille. C'est des gens qui veulent voir avant de croire. Avant de croire. Voir quelqu'un tomber de la maladie, quelqu'un qui a la maladie, et à ça il va croire. Même malgré tout que ceux qui ont contracté et ont le courage de venir sur les médias et parler de la maladie. Il a vu que ce n'est pas un proche. Les gens ne croient pas. Ils se disent que c'est des montages, ils sont venus. C'est ça la tête des gens. Celui qui est sceptique, là, il est sceptique. Tout ce qu'on fait, lui, ce n'est pas ça. D'accord, merci beaucoup, M. Koudoué. Docteur Baoué, bon, voilà un peu la situation qui se présente. Et vous êtes médecin, vous rencontrez également de ces personnes sceptiques des fois? Oui, on en rencontre, même sur les sites de prise en charge, on en rencontre. Parce que comme on sait, dans cette maladie, on a des formes asymptomatiques et des formes symptomatiques. Et souvent, ce sont les personnes qui sont asymptomatiques qui sont dans le déni. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de signes. Et voilà qu'on les teste positifs. Et puis bon, et lorsque vous rentrez en contact avec ces personnes pour leur confinement, c'est tout un problème. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas bien la maladie. C'est vrai qu'on a bien expliqué les choses ici. Et on a des formes asymptomatiques et les formes asymptomatiques peuvent également être contagieuses. Et donc, lorsque certaines personnes sont détectées positives et elles n'ont pas de signes, elles ont été dépistées dans le cadre d'une surveillance ou bien d'un cas confirmé, tout ça. Ces personnes se disent que vraiment c'est du faux. Et il y a également le fait que lorsqu'on teste les contacts d'une personne confirmée, on ne s'attend pas forcément à avoir des cas positifs autour de la personne qui a été détectée positive. Ça aussi, les gens ne comprennent pas. Pourquoi mon mari, pourquoi ma femme, pourquoi mon enfant est confirmé positif et nous, on nous dit qu'on est négatif. Donc c'est que ce n'est pas clair. Oui, tout ça, c'est des trucs que les gens ne comprennent pas. Et on ne peut pas, lorsqu'on tente de les expliquer, ils ne comprennent pas. On se dit que lorsqu'on est en contact avec quelqu'un qui est positif, il faut forcément qu'on soit contaminé. Et voilà, dans une famille, on peut se retrouver avec soit c'est un membre de la famille qui est testé positif, mais après, au cours de la surveillance, les autres sont négatifs. Et les gens ne comprennent pas cela. Moi, je me rappelle au début, lorsqu'on devait chercher... au tout début de la pandémie, en mars, on devait chercher une famille, c'est-à-dire un papa et ses 2 enfants. Et voilà, c'est le papa qui a été détecté positif. Ensuite, les 2 enfants. Et la maman est détectée négative. Et le soir, là, la nuit, là, pour aller chercher les enfants, puisque c'est des enfants de bas âge, ça a été vraiment un scandale que la maman a créé dans le quartier. Et elle ne comprend pas pourquoi elle qui est avec les enfants tous les jours, et les enfants qui sont de bas âge en plus tous les jours, et on l'a dit qu'elle est négative. Et donc vous voyez que et elle a commencé par raconter de n'importe quoi, comme quoi c'est du faux, on trompe les gens, c'est du montage, tout ça. Voilà, donc voilà des situations comme ça qui font que les gens sont sceptiques. Mais bon, vous savez, on ne maîtrise pas tous les aspects de la science et on ne peut pas savoir, même les personnes qui se disent réglo dans le respect des mesures barrières, il y a forcément un moment où il y a une inattention, une négligence qui a fait que la personne s'est contaminée. Pourtant, cette personne, c'est vrai, comme vous la voyez, elle est tout le temps en masque, tout ça, mais est-ce que vous portez bien le masque? Est-ce que vous lavez bien? Parce qu'on a mis évidemment l'accent sur le port de masque, mais on oublie un peu le lavage des mains. Alors que c'est un ensemble qui concourt à la contamination. Donc il y a tout ça que les gens ne cernent pas et ça crée vraiment des discordances. Docteur Baoué, on parle également quand on voit les chiffres, les cas positifs, les cas actifs qui augmentent, mais surtout, je crois que
le plus alarmant, entre griffes, on va dire, sont les décès, le nombre de décès qui augmente. Nous sommes déjà à 55 décès. Alors, dites-nous, ces personnes qui décèdent, comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'elles décèdent concrètement de Covid? Parce que, à écouter les invités que nous avons eus successivement sur ce plateau, on comprendrait que les personnes qui décèdent auraient plus d'antécédents, d'autres maladies sous-jacentes, et que Covid peut-être serait, entre guillemets, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Oui, effectivement, si on fait vraiment une analyse méticuleuse des cas de décès que nous avons enregistrés, on peut ressortir qu'il y a des décès qui ne sont pas liés à la contamination ou bien à l'infection. Mais aujourd'hui, notre système est tel que tout cas confirmé est étiqueté comme tel. Et donc, lorsque on vous dit qu'on a détecté tel cas positif, il faut qu'à la sortie, à la fin, on le dise quelle a été l'issue. Soit on est guéri, soit on est décédé. Et maintenant, si on fait une analyse fouillée des cas de décès, on va sortir à coup sûr des décès qui ne sont pas forcément liés à la Covid-19. Mais pourtant, ces personnes ont été contaminées. Alors, maintenant, lorsqu'on voit un peu les décès aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de décès est en augmentation. C'est justement parce que le virus est rentré dans la société. Et également, lorsqu'on voit les décès surviennent à partir de la cinquantaine. Habituellement, c'est autour de cet âge-là qu'on voit, on notifie les cas de décès. Et c'est également à partir de ces âges-là que les personnes transportent avec elles des pathologies chroniques. Soit ces pathologies, dans la plupart des cas, les patients rentrent, soit la pathologie n'est pas bien équilibrée, donc on n'est pas bien pris en charge bien avant même que la personne soit contaminée, ou bien c'est au moment de la contamination qu'on se rend compte que cette personne avait telle maladie, notamment l'hypertension ou bien le diabète. Donc il y a ce côté-là qui est là. Et aussi, comme le virus est entré aujourd'hui dans la société, les personnes qui sont les plus vulnérables, ce sont ces personnes-là, ces personnes âgées ou bien ces personnes qui ont des pathologies sous-jacentes. Et ces personnes qui ont des pathologies sous-jacentes, qui ne sont pas bien prises en charge, qui ne traitent pas bien ces pathologies, c'est elles qui vont payer le lourd tribut après. Et docteur, peut-être certaines personnes aussi, lorsqu'elles ressentent des symptômes, elles ne vont pas très vite se déclarer. Oui, très bien. Ça c'est de façon générale, il y a ce qu'on appelle le retard de consultation qui est noté dans toutes les pathologies. Lorsque vous faites une étude dans toutes les pathologies, en milieu hospitalier, vous allez voir que, surtout en Afrique, on a ce qu'on appelle le retard de consultation. On préfère, surtout que nous sommes dans un contexte où il y a les médicaments de la rue, il y a les tradithérapeutes, on préfère aller se soigner soi-même, et c'est lorsque vraiment on n'a pas les fins escomptés qu'on court vers les hôpitaux, et quelquefois il est trop tard. Et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, les cas de décès que nous enregistrons, quand je prends seulement le cas du CHLM commune, c'est toujours en réanimation. Et lorsqu'un malade rentre en réanimation, c'est que le cas est grave. Les malades rentrent toujours en réanimation déjà référés de nos structures sanitaires, déjà dans un état grave. Parce que la personne consulte au CHU par exemple, parce que tout malade, patient qui entre dans les sites de confinement de prise en charge Covid-19 doit être confirmé d'abord par un test. Et donc pour faire le test, il faut aller en consultation. Et donc la personne qui déjà prend le temps, qui a déjà perdu le temps à la maison avant de venir consulter, et le médecin qui doit penser à faire le test, vous voyez que tout ce temps-là, ça fait que la personne qui était déjà contaminée depuis des jours, l'inflammation fait son nombre de chemin, et puis au moment où le test doit être confirmé, et la personne présente déjà des signes de gravité. Donc c'est ce que nous enregistrons actuellement. Tous les patients qui rentrent, qui décèdent en réanimation, et lorsque ces patients sont admis, ils sont déjà dans un état grave.
Voilà, donc certaines causes de ces décès que nous enregistrons peut-être en grand nombre. Monsieur Rouzoué, au niveau de la sensibilisation à votre niveau, est-ce que vous insistez également sur le fait que lorsque les personnes ressentent certains symptômes dont on nous a parlé dans le cadre de cette pandémie, que ces personnes aillent vite se faire consulter? Oui, et à chaque fois nous le disons. Même nous avons dit aux gens de consulter, à chaque fois d'appeler le numéro vert 111. Quand il y a des difficultés, puisque nous connaissons un peu les symptômes de la maladie, quand il faut développer ces symptômes-là, en même temps, c'est d'appeler le numéro vert. S'il ne veut pas aller à l'hôpital, d'appeler le numéro vert, qu'on puisse les prendre en charge en même temps. Donc, je pense que ça dépend de la personne, de tout un chacun. Et comme le docteur vient de le dire, comme à chaque fois quand on tombe malade, nous-mêmes, on va dans les pharmacies ou soit au bord des routes pour payer les médicaments chez les bonnes dames pour se soigner. Donc c'est de ça que nous devons éviter en cette période de pandémie, puisqu'on peut avoir la fièvre. Ça ne peut pas être la fièvre ordinaire que nous avons tout le temps. Oui. Donc comme la maladie là aussi, ça développe la fièvre. Donc quand on a la fièvre, on a ces symptômes, il vaut mieux qu'on aille directement se consulter, ou soit d'appeler le numéro vert. Le numéro vert, le 111. Et cette pandémie a également de fortes répercussions, des répercussions sur tous les secteurs d'activité. Et monsieur Rouzoué, vous êtes avec nous, nous allons parler justement de l'artisanat, du secteur de l'artisanat, avec les conséquences que ressentent justement les acteurs du secteur de l'artisanat, les artisans. Avant de vous donner la parole, monsieur Rouzoué, nous avons tendu le micro de la télévision togolaise à certains artisans, histoire de voir comment ils vivent la situation. Nous les écoutons et nous revenons sur ce plateau. Avant c'était mieux, mais maintenant on essaie de faire à notre mieux. Parce qu'il n'y a pas les clients qui viennent vers nous, même s'ils viennent avec le prix qu'ils donnent aussi, ça ne nous arrange pas. Nous tous on sait qu'il y a une crise sanitaire. Mais comment on va faire? Les côtés de matériel, là, les prix sont intacts. Donc tu prends par exemple le salon que je viens de faire, je peux dépenser quelque chose de 350 000. Au moins il faut gagner 400 000. Mais la personne va venir dire qu'il va payer ça à 250 000 ou bien 300. Ça ne va pas arranger. Donc il y a 3 sortes de qualités de mousse. Il y a plusieurs sortes de qualités de pain. Donc si ce n'est pas commande, nous on risque d'aller payer ce qui est moins cher et vendre gagner notre intérêt. Sinon avec la crise sanitaire, rien ne bouge. Avec Corona là, tout s'est cessé quoi. Ça ne va pas. Il n'y a pas le marché. Les matériels là, ils ont augmenté les prix, mais il n'y a pas le marché. Mais si les clients viennent, si tu les dis les prix là, eux aussi, ils parlent comme c'est toi qui augmente et puis ça ne va pas. Voilà donc 2 artisans que nous avons écoutés qui vivent la situation et c'est, monsieur Rouzoué, disons que c'est un peu le quotidien de tous les artisans aujourd'hui. Oui, moi-même je suis artisan mécanicien auto, donc je vis la même situation que les collègues. Et comme on vient de le dire, l'artisan qui a été interviewé, les choses ne sont plus comme avant. Aujourd'hui même, les pièces de rechange que nous payons, les prix ont doublé, presque doublé. Et même ça, certaines pièces se font rares puisque nous sommes toujours alimentés par nos pays voisins, le Ghana et aussi le Nigeria. Aujourd'hui, les frontières terrestres sont fermées, donc les pièces n'arrivent pas comme avant. Et pour tout le secteur de l'artisanat. Donc aujourd'hui, nous voyons que nous travaillons pour surtout les fonctionnaires, les commerçants. Donc aujourd'hui, quand ça ne va pas chez eux aussi, ça ne va pas chez nous. Donc nos maîtres d'œuvre ne sont plus ce qu'ils étaient dans le passé. Donc le travail se fait rare. Une fois que vous avez le travail, et ce qu'on vous paie aussi n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on fait. Donc ce qui fait qu'on tourne à perte au jour le jour. Donc aujourd'hui, l'artisanat est en difficulté. Et maintenant, disons que quand, avec l'avènement de la pandémie, la situation, vous avez ressenti le coup, vous ressentez toujours le coup, mais de mars jusqu'à aujourd'hui, sûrement que vous avez appris à vous adapter
à la situation. Oui. Vraiment, on est obligé, puisqu'on ne peut pas rester aussi à la maison sans ne rien faire. Nous avons des bouches à nourrir, donc il faut sortir pour trouver de quoi manger pour la famille. Même en temps de guerre, on sort pour travailler, pour trouver quelque chose pour soi-même et les autres. Donc l'artisan est quelqu'un qui ne reste jamais sans rien faire. Au jour le jour, même si l'artisan est malade, s'il a un peu de force, vous allez le voir travailler. Parce qu'il vit de ça. Nous vivons au jour le jour. Au jour le jour, donc il faut essayer de s'adapter. Oui, donc nous sommes les premiers à s'adapter même à cette pandémie. Puisque nous devons sortir travailler et venir à la maison nourrir les gens. Donc c'est le début que nous avons eu cette frayeur et que nous, bon nombre, ont fermé les ateliers, croyant que c'est de quelques jours ou de quelques semaines. Voilà. Mais les jours passent, les semaines passent. Donc nous sommes obligés, puisque nous n'avons plus de quoi vivre dans nos cachettes. Donc nous sommes obligés de sortir pour travailler. Donc, et maintenant, comment vous êtes adapté? Comment la vie, si nous prenons par exemple vous à votre niveau, au niveau de votre garage, comment la vie a changé au niveau de vos activités? Oui, la vie a tellement changé. Et avec les masques que nous portons, c'est une nouveauté pour nous. La distanciation qui n'est pas aussi facile. Et surtout le lavage des mains, puisque par le passé, si quelqu'un se lave les mains, c'est qu'il a le repas devant lui. Il veut manger. Mais aujourd'hui, on se lave les mains sans pour rien. Donc ça n'a pas été facile, mais on rend grâce à Dieu que nous avons trouvé le premier remède qui est les mesures barrières. C'est grâce à ça que l'artisanat ou l'artisan que je suis, nous sortons pour aller travailler. Donc, mais ce n'est pas aussi facile d'avoir le masque sur le nez et la bouche. Et être sous la voiture. Travailler. Et même se laver régulièrement les mains, aussi c'est un problème pour nous, puisque nous ne sommes pas habitués à chaque fois se laver les mains. Donc, et surtout le problème ce qui nous dérange trop dans cette mesure, c'est la distanciation, puisque dans nos ateliers, nous ne pouvons pas garder cette distance-là pour travailler. Parce que peut-être vous êtes patron, il faudrait peut-être enseigner certaines choses aux apprentis. Même pour travailler, il faut que des fois, pour dévisser un boulon, il faut que quelqu'un tienne la clé de l'autre côté. Vous êtes ici pour pouvoir le faire. Vous devez travailler ensemble, vous devez vous toucher. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, en respectant ces mesures dans le travail, ça engendre des difficultés, mais que nous essayons de surmonter. Donc, pour pouvoir vivre. D'accord. Et parlant d'adaptation aussi, M. Bouzoué, on a cru comprendre que peut-être lorsqu'on prend des artisans couturiers, ils se sont adaptés, il y a eu des nouveautés, par exemple fabriquer des bavettes, des cache-nez, tout ça. Oui, disons que à quelque part, malheur est bon. Et même quand il y a des conflits, il y a d'autres qui arrivent à tirer profit de ces conflits-là. Comme on le dit, quand on pleure, on voit. On voit. Aujourd'hui, c'est nos collègues, nos amis couturières, qui en tirent profit de cette pandémie. Nos artisans aussi qui font des gels alcooliques, des gels hydroalcooliques, des collègues qui fabriquent aussi les dispositifs de lave-mains. C'est un certain nombre de métiers qui attirent profit de la situation. Et même ceux qui fabriquent aussi des savons liquides pour se laver les mains. C'est ce petit groupe d'artisans qui aujourd'hui tire profit de cette pandémie. Ils se sont adaptés à la situation. Alors, nous reviendrons à vous tout à l'heure, M. Bouzoué, pour découvrir un peu plus le quotidien des artisans face à la maladie. Mais Dr Baoué, selon les derniers développements, ou disons à la suite du Conseil des ministres du mercredi dernier, on a cru comprendre que une certaine cartographie de la maladie ou de la contamination a été élaborée et que le Grand Lomé est le plus touché. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation quand on sait qu'il y a quelques semaines déjà, on nous parlait plutôt de la maladie qui se serait plutôt déplacée dans le nord du pays avec ces localités, ces préfectures qui ont été bouclées. Alors, pourquoi aujourd'hui, on va dire que la maladie serait revenue dans le Grand Lomé?
Oui, c'est tout à fait normal parce que le Grand Lomé ou bien Lomé la capitale est une plaque tournante, c'est une porte d'entrée. Et surtout aujourd'hui que les frontières aériennes ont été rouvertes. C'est vrai que les frontières terrestres sont fermées, mais nous savons tous qu'il y a des fluctuations, il y a des migrations qui se font par les frontières non officielles. Et les gens se déplacent de part et d'autre les frontières terrestres. Et pour aller de l'autre côté, tout ça. Donc il y a quand même un déplacement permanent de la population au niveau de la capitale. Et aujourd'hui, c'est vrai que entre-temps, la maladie s'est transportée à l'intérieur, mais avec les mesures de couvre-feu, ça a été aujourd'hui maîtrisé. Et les gens viennent plus à Lomé, puisque c'est Lomé qui est la capitale, c'est à Lomé qu'on fait les affaires, tout ça. Donc les gens viennent plus que les gens ne vont à l'intérieur. Et donc il y a aussi le fait que Lomé reçoit beaucoup de voyageurs aujourd'hui maintenant, qui partent et qui reviennent. Donc tout ça fait que aujourd'hui la situation que nous connaissons actuellement n'est pas comme on le dit, ne nous étonne pas à cause de la forte agglomération au niveau de la capitale, qui fait que il y a un échange permanent entre les hommes, au sein de la population. Et comme on l'a dit au début de l'émission, le non-respect des mesures barrières fait que le contact permanent entre les hommes fait qu'il y a circulation du virus entre les hommes et c'est ça qui entretient la contamination, la chaîne de transmission. D'accord. Alors, monsieur Ouzoué, face à cette situation, on va dire que le Lomé est plus touché, le Grand Lomé est plus touché. Alors, est-ce que les artisans de Grand Lomé aussi vont peut-être avoir des difficultés encore plus que leurs collègues de l'intérieur, on va dire? Oui, c'est tout à fait normal. Quand la pandémie sévit, vous allez voir que ça va permettre à ce que les activités vont tourner au ralenti, puisque chacun va se dire que si je sors, tout ça là, donc va faire que même pour sortir, pour aller quelque part, ça va être un peu difficile pour les gens. Le fait que en sortant, il court le risque de contracter le virus. Donc ça va agir sur aussi nos activités. Et on sait que le déplacement, c'est ça qui vraiment engendre la propagation du virus. Donc nous voyons que Lomé, c'est une concentration d'une forte population, ce qui fait que nous sommes toujours en contact permanent. Donc au niveau des endroits plus touchés, je pense que l'homme, une fois qu'on voit que la chose devient un peu grande, chacun s'abstient un peu à respecter un peu les mesures barrières, ce qui fera qu'il y aura plus d'activité dans ces zones-là. Et le pire, s'il advenait que les mesures restrictives vont encore revenir, ça va encore être plus difficile. Plus difficile pour nos amis artisans, peut-être. On croise les doigts pour cela, mais on va essayer de voir si avec la situation qui se présente, on reviendra carrément, on aura un retour en arrière, on va dire. Docteur Daoué, on a parlé justement de l'augmentation de la contamination au niveau de Grand Lomé, mais ces dernières semaines également, disons que les pays hors d'Afrique subissent une sorte de nouvelle vague de contamination et même que certains pays ont commencé par retourner aux mesures restrictives. On parle de couvre-feu et même de confinement partiel quand on parle le cas de la France. Alors, est-ce qu'il faudra s'en inquiéter dans notre pays? Oui, il faudra s'en inquiéter parce que ces mesures qui sont prises là, c'est en fonction de la situation dans chaque localité ou dans chaque pays. Alors donc, c'est vrai que nous, au Togo, on n'a pas encore connu de confinement. Mais par exemple, quand vous prenez un peu le Grand Lomé, si la situation est vraiment ingérable à certains moments, les mesures drastiques seront prises.
Donc la situation, les mesures sont prises en fonction de la situation ou bien de l'évolution de la maladie. Alors si on se retrouve à un nombre exponentiel de cas confirmés par jour, je m'en fous que c'est la population même qui va sortir, mais qui va refuser même de sortir. Parce que lorsqu'on sort, le danger est là, tout le monde a peur et tout le monde va se caser à la maison. Donc les mesures sont prises en fonction de l'évolution de la maladie, soit dans un pays ou dans une localité. Et si tout va bien, on va relâcher ces mesures progressivement en fonction également de l'évolution favorable de la pandémie. Et maintenant, vu la situation qui se présente dans ces pays-là, alors que l'aéroport est toujours ouvert, donc nous accueillons toujours des personnes qui viennent de là, certains de nos compatriotes qui vont et qui reviennent. Maintenant, la situation se présente. Qu'est-ce qu'il faudra faire peut-être pour éviter justement qu'on arrive peut-être à ce qu'on ait des répercussions chez nous et qu'on revienne vers les mesures restrictives? Ah oui, c'est vrai que la situation qui se présente dans les pays hors du Togo, enfin hors d'Afrique ou bien en Europe, ça doit nous inquiéter. Maintenant, nous sommes en épidémie. Il revient à chaque pays ou bien à chaque État de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger sa population. Alors, le Togo peut bien décider que je referme mes frontières aériennes si vraiment la situation est inquiétante. Donc, il revient à chaque pays de prendre les mesures qu'il faut. On ne doit pas toujours attendre que c'est les Occidentaux qui doivent fermer leurs frontières parce que c'est ce qui s'est passé au début. On a fermé les frontières, on a interdit aux Africains d'aller de l'autre côté parce qu'on craint qu'on va... Donc nous aussi on peut prendre ces mesures parce qu'il y a une vague de contamination qui reprend. Nous aussi pour protéger nos populations, nos dirigeants peuvent prendre l'engagement sur eux, bien oui, de fermer les frontières et interdire toute entrée dans le pays. Donc tout revient au pays de prendre ses responsabilités. Et parlant des dispositions prises au niveau national, l'une des décisions également du Conseil des ministres la dernière fois, c'est la réouverture des lieux de culte, la réouverture totale des lieux de culte au niveau de l'intérieur du pays et puis au niveau de Grand Lomé, avec la situation, pas tous les lieux de culte. Alors, Dr Baouya, en tant que professionnel de la santé, est-ce que vous pensez que cette réouverture-là n'aura pas une incidence ou une conséquence sur les chiffres de la pandémie? Oui, bien sûr, cette réouverture peut avoir une incidence sur la pandémie si et seulement si il n'y a pas un encadrement autour de cette réouverture-là. Parce qu'on a vu un peu comment ça s'est passé ici, à Lomé. Je ne sais pas si ça continue ainsi, mais au début, lorsque certains lieux de culte ont été permis de rouvrir, on a vu vraiment l'encadrement qu'il y avait autour, surtout avec la collaboration de la force anti-Covid. Et vraiment, quand vous allez dans certains lieux de culte, vraiment, les choses sont vraiment bien respectées. La distanciation sociale est respectée. Et lorsque la salle est pleine, vraiment, on ne cherche plus à surcharger. Donc, vraiment, c'était vraiment respecté. Je ne sais pas si vraiment c'est le cas, ça continue toujours. Donc, il faut que ça soit entouré la réouverture soit surveillée, pour que les gens ne fassent pas ce qu'ils parce qu'on sait l'homme étant ce qu'il est, vraiment s'il n'y a pas d'encadrement autour, les gens vont faire du n'importe quoi. Déjà qu'au sein de la population, on n'est pas unanime sur l'existence même de la maladie. Donc il faut que vraiment ça soit encadré pour qu'on n'ait pas une explosion après la réouverture de ces lieux de culte là. Monsieur Boujoué, un mot ou bien une appréciation de cette décision de réouverture des lieux de culte. C'est vrai que vous êtes à Lomé, tous les lieux de culte ne sont pas ouverts totalement à Lomé, mais quelle appréciation vous avez de cette décision du gouvernement là? Et est-ce que vous avez peut-être une certaine crainte d'une peut-être augmentation des cas actifs de la maladie? Moi, je suis toujours optimiste, puisque aujourd'hui, il est de responsabilité de tout un chacun à veiller à ce que
ceux qui nous entourent, ceux que nous rassemblons, respectent les mesures barrières. Donc la réouverture des ces cultes, c'est un bien pour nous, pour les artisans, puisque nous en profitons beaucoup de ça aussi. Puisque pour aller à l'église, nos femmes doivent se vêtir correctement, ils doivent tresser les cheveux, coiffer, tout cela. Ça profite aussi aux artisans. Donc c'est une partie aussi de notre business aussi qui va reprendre. Donc nous avons souhaité depuis, mais aujourd'hui comme la situation est un peu assez, disons, maîtrisée à l'intérieur, donc là c'est une joie pour nous. Les artisans que nous sommes, c'est pas le même seulement, c'est surtout l'état du territoire. Donc c'est une joie pour nous qu'on a rouvert les lieux de culte. Mais il faut que les responsables de ces lieux de culte respectifs prennent au sérieux et soient les avant-gardes pour que les gens et leurs fidèles puissent respecter les mesures. Il faut qu'ils prennent des dispositions qui permettent à ce que les fidèles respectent ces mesures-là. Et peut-être qui ne donne pas trop de travail à la force Covid. Il ne faut pas que à chaque fois c'est la force qui doit être là avant qu'on respecte les mesures. Non, il faut que les églises prennent des dispositions. Déjà la distanciation, le nombre de personnes qui s'asseyent sur les bancs par avant doit être changé. Sur un banc, quelle que soit la longueur, il doit avoir au moins le nombre de personnes, il doit avoir au moins 1 mètre de distance entre les fidèles. Donc de faire ce travail-là et aussi au moment de la chorale aussi, ceux qui chantent aussi, donc de faire en sorte que la distanciation soit respectée. Et aussi d'éviter le maximum de fidèles qui doivent venir à l'église. Nous avons aussi une église compte 200 fidèles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible que les 200 fidèles qui sont venus sur le culte. Donc s'ils doivent organiser des cultes à plusieurs niveaux, donc qu'ils s'organisent ainsi pour éviter l'attroupement dans les lieux de culte. Parce que ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement a insisté, si on observe peut-être une augmentation de cas, on retournera à la case départ, c'est-à-dire la fermeture totale de tous les lieux de culte, ce qu'on ne souhaite pas. C'est très important, puisque cette maladie aussi, c'est dans le physique et dans aussi le naturel, dans l'état spirituel. Il y a la prière aussi qui accompagne, donc c'est une bonne idée de rouvrir les lieux de culte pour que les gens puissent prier. Pour peut-être la fin de cette crise que nous vivons. Alors, docteur Baoui, pour revenir à la maladie, c'est vrai qu'au départ, nous avons pris connaissance de certains symptômes qu'on nous a dit qui démontrent l'existence de la maladie. Alors, du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, vu l'évolution et tout ce qu'on apprend au jour le jour sur la maladie, est-ce que les symptômes ont quelque peu changé ou évolué, on va dire? Les symptômes n'ont pas changé. Sauf que avec l'évolution de la chose, devant certains signes, la suspicion de la Covid-19 est beaucoup plus forte. Sinon, les symptômes n'ont pas changé. Et les symptômes sont les mêmes qu'on connaît déjà, mais aujourd'hui, les symptômes comme ce qu'on appelle l'agueusie, c'est-à-dire la perte du goût, est beaucoup plus spécifique aujourd'hui à la Covid-19. Donc quelqu'un qui signale une perte de goût, ça sent fortement une contamination à ce virus. Mais quelqu'un qui a une perte de l'odorat, ça dans un rhume banal, on peut l'avoir. Et lorsqu'on a un rhume banal, on a la perte de l'odorat. Mais lorsque la personne signale une perte du goût, la suspicion est beaucoup plus forte. Et maintenant, ça c'est pour les signes légers à modérés. Et maintenant, dans les formes sévères, c'est que vraiment le virus, l'inflammation a atteint plusieurs organes à la fois, notamment l'organe respiratoire, l'appareil respiratoire, et puis également les reins, et puis autres organes ce qui va compliquer le tableau de la personne. Alors sur le plan général, clinique, les signes n'ont pas changé, mais avec l'évolution de la chose, certains signes nous amènent à fortement penser que c'est la Covid-19 que cette personne se présente.
D'accord, mais aujourd'hui, docteur Barry, est-ce qu'on peut déjà se prétendre à dire que on pourrait ne pas mourir de Covid? Quand on a Covid, il ne faudrait pas qu'on ait déjà à l'esprit qu'on tend vers la mort, parce qu'au début, dès qu'on dit Covid, vous avez vu tout, disons, toute la peur, toute la psychose que cela a créé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que spécialiste, de professionnel de la santé, vous pouvez dire que bon, on arrive à peut-être ne pas avoir trop peur, même quand on est diagnostiqué, on est testé positif à la maladie? Oui, c'est vrai que lorsqu'on est diagnostiqué positif, tout dépend de comment se présentent les signes cliniques. Et la classification, on a les formes asymptomatiques qui n'ont pas de signes, ou bien les formes post-symptomatiques qui ont de petits signes qui ne sont pas alarmants. Et puis ensuite, on a les signes modérés, sévères et critiques. Alors déjà, à partir de la personne qui est classée sévère et critique, il faut déjà s'en préoccuper. Bon, mais la personne qui n'a pas de signes, ou bien qui a des petits signes, les signes banaux, bon, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter, mais étant dans une pandémie, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et donc c'est pourquoi il est important d'abord de se protéger pour ne pas être contaminé, parce qu'on ne sait pas comment le virus va réagir dans notre organisme. Parce que nous sommes dans les maladies virales en général, l'immunité joue un grand rôle. Et pour l'ensemble des maladies virales, on n'a pas de médicaments spécifiques, on n'a pas de vaccin dans la plupart des cas. Donc c'est l'immunité qui joue un grand rôle. Et donc la personne qui est contaminée également, le virus également peut être d'une virulence importante chez la personne qui est contaminée. Donc tout dépend de comment se présente le virus et comment se présente l'organisme qui est récepteur. Et donc lorsque la personne est asymptomatique ou bien qui n'a pas vraiment de signes, vraiment c'est une bonne chose. Mais une fois que les signes sont vraiment sévères ou bien critiques, vraiment il faut avoir peur, parce que ça peut être fatal. D'accord. Alors, M. Ouzoué, parlons quand on revient aux dispositions en cours pour lutter contre la maladie. Lundi prochain, les élèves du Togo reprennent le chemin des classes. Alors, dites-nous, au niveau de la Chambre régionale des métiers, bon, précisément au niveau des couturiers, des couturières, vu que nous avons compris qu'ils se sont adaptés dans la confection, la fabrication des bavettes, est-ce que les artisans togolais ont été associés peut-être à la confection de bavettes, à distribuer potentiellement aux élèves à cette rentrée-là? Oui. Je peux dire que la confection des masques au Togo relève de la compétence des chambres de métier. C'est nous qui faisons confectionner ces masques sur une grande échelle. Donc sur tout le territoire national, dans chaque préfecture, les artisans confectionnent des masques au niveau des chambres de métier. Donc pour le Grand Lomé, nous avons eu à confectionner beaucoup de cache-nez. Presque tous les artisans de Grand Lomé ont confectionné. Et aussi d'autres ont des commandes aussi au niveau des sociétés de la place. Mais ce que nous faisons généralement, que nous faisons à grande échelle, c'est au niveau de la chambre de métier. Donc chaque jour que Dieu fait, nous confectionnons des masques. Déjà même à partir de demain, nous aurons encore à distribuer un lot de tissus déjà découpés à nos artisans pour la confection. Alors, monsieur Ouzoué, nous allons permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Alors, lorsqu'on nous parlons de chambre de métier qui est spécialisée dans la confection de cache-nez, cela veut dire que vous avez de la commande qui vient de la part du gouvernement? Oui. Oui. C'est le gouvernement, qui nous donne les tissus à découper et à coudre pour la population. Oui. D'accord. Et ces tissus, donc, vous les découpez au niveau de la chambre de métier. Comment se fait le processus jusqu'à obtenir les cache-nez artisanaux que nous avons? Ok, merci beaucoup. Donc déjà, les tissus viennent de la part du gouvernement. On nous donne des lots de tissus que nous découpons
Des tissus spécifiques. Oui, spécifiques, oui, que nous découpons au niveau des chambres de métier. En particulier la chambre de métier de Lomé. Nous avons une équipe qui procède au découpage de ces tissus-là. Parce que nous avons des mesures standards que nous utilisons, que nous ne laissons pas à tout et chacun de le faire. Donc nous sommes formés pour ça. Donc les découpes se font au niveau de la chambre de métier de Lomé commune. Donc une fois les découpes faites, nous procédons aux distributions. Au Lomé, nous avons 5 arrondissements qui sont proches des artisans. Donc la région coordonne les 5 arrondissements. Donc nous donnons des lots à chaque arrondissement qui distribue aux artisans. Donc la distribution est coordonnée avec de la région et au niveau de la chambre d'arrondissement et au niveau des artisans. Donc tous ceux qui viennent chez nous au niveau des chambres de métier pour récupérer les tissus découpés ont été formés sur l'hygiène et la confection elle-même. D'accord. Parce qu'on ne peut pas prétendre confectionner des masques pour sauver, protéger les gens et en même temps les contaminer, les infecter. Donc, il y a un process de distribution et de confectionnement. Et il y a aussi des équipes qui, à chaque fois, vont sur le terrain pour superviser voir ce qui se fait, est-ce que c'est dans les conditions requises. Donc, c'est un process que nous respectons. Et une fois le travail fait, le masque est déjà emballé dans un plastique et convoyé au niveau de la chambre de métier d'arrondissement qui, à son tour, convoie au niveau de la région. C'est ce que nous faisons. D'accord. Donc, on comprend donc, disons, la fabrication de ces outils de protection se fait dans des conditions qui respectent, disons, les conditions d'hygiène. D'hygiène et les mesures barrières. D'accord. Okay. Vous allez voir au niveau de chaque artisan, nous avons toujours les lave-mains. Et au début même, nous avons essayé le port de gants. Tout ça, ça a été fait. Mais aujourd'hui, avec la maîtrise de ces gestes barrières, des mesures barrières, ça évolue. Donc, les tissus que nous prenons, que nous découpons, ça se fait dans de bonnes conditions d'hygiène et jusqu'à la confection et à l'emballage aussi. Donc on comprend que les artisans ont joué leur partition dans, disons, la lutte contre la pandémie, surtout au niveau du secteur de l'éducation, à la reprise des classes la semaine prochaine. Alors Dr Baoui, parlons justement de cette rentrée-là. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous pensez que toutes les mesures ont été prises? Quand je dis mesures, c'est côté sanitaire. Les mesures ont été prises pour préserver ou protéger les élèves durant cette année scolaire-là. Oui, je suppose que les mesures sont prises ou bien sont en train d'être prises, puisque la perfection n'est pas encore de ce monde. Donc il faut tout le temps chercher à améliorer. Et je suppose que le ministère concerné par cette rentrée fait ce qu'il faut pour minimiser une explosion de contamination après le début de cette rentrée. Alors ici, l'inquiétude ici, c'est que c'est la grande rentrée scolaire. À l'opposé de ce que nous avons connu dernièrement, juste pour sauver l'année, on a autorisé certaines élèves des classes d'examen à reprendre. Donc quand on prend une école, c'est pas tous les élèves qui ont repris, donc c'est seulement les classes d'examen. Et il y avait encore les salles pour respecter la distanciation physique et sociale. Et pouvoir même surveiller les élèves dans l'enceinte. Justement. Maintenant, aujourd'hui, c'est toute l'école qui va reprendre. Alors maintenant, il faut que vraiment le défi est de taille. Comment va se faire la distanciation sociale, tout ça? Est-ce qu'il y aura des groupes qui vont venir le matin et d'autres le soir? Tout ça, c'est à discuter au cours c'est
des sujets qui ont été abordés certainement. Et sûrement que des réponses ont déjà été trouvées. Ont déjà été trouvées. Et sinon, on n'autoriserait pas la reprise des classes, puisqu'on sait comment, ce que ça coûte, ou bien ce que ça continue pas à coûter aux populations du monde entier. Oui, mais Dr Baoué, déjà, vous pouvez commencer par lancer un appel surtout aux élèves, parce que c'est vrai que quand on parle de la reprise partielle qu'on a vécu avec les élèves de classe d'examen, le risque c'était que lorsque les élèves quittent la maison pour l'école et l'école pour la maison, tout ce qui se passe dans cet intervalle-là, on a parlé également de risque de contamination parce qu'il n'y a pas de surveillance justement à ce niveau-là. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se passe après l'école. Et peut-être que c'est à ce niveau-là que les contaminations vont se faire, parce que à l'école, on va respecter le surveillant, on va respecter le directeur et puis se ranger. Mais après, une fois sur le chemin de la maison, on fera n'importe quoi. Donc, c'est le lieu également que les parents des élèves s'impliquent, les élèves davantage, parce que les parents ne seront pas tout le temps avec eux. Et donc, il faut que vraiment chacun joue sa partition. Les élèves doivent être conscients de la chose, et les parents doivent tout le temps inculquer les bonnes idées, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques aux enfants, pour que vraiment il y ait une maîtrise de la chose aussi bien chez les enfants que chez les parents. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, de ces échanges justement sur la pandémie, la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois déjà. Mais Monsieur Ouzoué, avant de vous laisser repartir, vous aurez sûrement un message à l'endroit des populations, des élèves qui reprennent les classes lundi, et peut-être de vos collègues artisans aussi. Merci beaucoup. Tout simplement de dire que la maladie existe vraiment, que nous respectons les mesures barrières, et aussi aux parents de faire des efforts dans la surveillance des enfants, puisque nous avons eu à observer que quand les enfants étaient restés à la maison, c'est les promenades sans port de masque. En principe, c'est le temps qu'on doit prendre pour les habituer à porter les masques. Donc, et aussi dans la rue, quand nous sortons, nous voyons que les élèves sortent de l'école et qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Il faut qu'on les interpelle, qu'ils portent les masques, de respecter les mesures de distanciation. C'est très très important. Donc la maladie existe, mettons en pratique les mesures barrières et soyons toujours les avant-gardes, ne pas mettre tout sur la force Covid, pour que nous soyons, quelle que soit la situation qui se présente, nous devons jouer ce rôle-là. Parler aux élèves, les sensibiliser pour qu'ils portent les masques. Et surtout dans nos communautés, aujourd'hui nous avons les mairies qui sont là. Et moi je pense que c'est le moment d'accentuer la sensibilisation, de sortir leurs éléments, d'aller sur le terrain, aux abords des écoles, surtout à la sortie, avec des mégaphones, toujours sensibiliser. Je pense que ça va jouer un grand rôle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kani Ouzoué. Je rappelle donc que vous êtes président de la Chambre régionale des métiers Lomé. Docteur Baoué, un dernier mot. Alors pour terminer, je dirais que, comme l'a dit M. Ouzoué, c'est vigilance, parce que le virus il est là et on ne sait pas comment ce virus va se comporter lorsqu'on sera infecté. C'est vrai que nous disons tous les jours que les décès surviennent chez les personnes âgées ou bien qui ont des comorbidités, mais il n'est pas exclu. De toute façon, on en a eu que le virus se manifeste de façon grave chez une personne moins âgée, jeune. On en a eu. Donc, vigilance, encore vigilance.
Merci beaucoup, docteur Alain Lidaobawe. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris le message. La vigilance reste de mise pour lutter contre la pandémie. Et cette vigilance est également requise pour les élèves qui reprennent le chemin des classes lundi. Et nous leur souhaitons déjà une bonne année scolaire 2020-2021. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.